L'entrée en guerre des Américains ce week-end contre l'Iran et ses frappes aériennes ce week-end auraient dû, en théorie, faire bondir les prix du pétrole ce lundi, mais il n'en est rien. Bonjour Philippe Chalmin, Bonjour. économiste et président de Cyclope. Ravi de vous avoir parce que moi j'avoue que je suis perdu. Après avoir grimpé dans les échanges en Asie cette nuit de 5%, le pétrole a gagné dans la matinée un petit pourcent, puis est repassé dans le rouge. Voilà, moi je me dis que c'est une surprise. On était à 77 dollars vendredi avant les attaques américaines. On est en dessous là, on est autour de 76 dollars. Est-ce que vous êtes surpris? Comment on explique ce flegme des investisseurs? Bon, pour ne rien vous cacher, je suis un petit peu surpris moi aussi, parce que hier, répondant à nombre de vos confrères qui m'appelaient exactement sur le même sujet, je leur disais, oh, écoutez, j'ai quasi une certitude, c'est que demain, c'est-à-dire aujourd'hui, le baril de Brent passera le cap des 80 dollars. Alors, il semble qu'il l'ait passé effectivement dans les toutes premières heures blêmes des matins asiatiques. Depuis, ça s'est calmé. Aujourd'hui, on est actuellement dans la zone des 76-77, tout simplement parce que, je dirais, le marché ne prend pas pour l'instant trop au sérieux les risques qui sont pourtant réels, sinon de blocage, au moins de troubles majeurs dans la zone du détroit d'Ormuz. Et donc, la prime de risque qui avait permis au baril de pétrole de prendre une bonne dizaine de dollars au lendemain des attaques israéliennes, cette prime de risque n'a pratiquement pas été réévaluée. Est-ce bien raisonnable d'avoir cette grille de lecture de la part des investisseurs? Bah, Le marché a tous les jours raison, même s'il n'a pas euh, toujours raison. écoutez, ça correspond en tout cas à l'intuition qui est celle de votre modeste serviteur. Mon intuition a toujours été, ça fait 10 jours que je le dis, que l'Iran ne bloquera pas le détroit d'Ormuz pour une raison qui n'est pas souvent avancée, qui est que jamais la Chine n'en donnera l'autorisation à l'Iran. Parce qu'il faut bien se rendre compte que ceux qui détiennent la clé financière de l'Iran, ce sont les Chinois. L'Iran aujourd'hui, il arrive à exporter 1,5, 1,7 million de barils jour et ces exportations représentent plus de la moitié du budget iranien. J'aurais tendance à penser l'essentiel du budget militaire et de celui des gardiens de la révolution. Donc, c'est 1,5, 1,7 million de barils jour, à 80%, voire plus, ils partent en Chine. La Chine représente au bas mot la moitié des rentrées financières de l'État iranien. Et la Chine n'a aucun intérêt à ce qu'il y ait un blocage d'Ormuz, parce que ça ferait du pétrole plus cher, ça ferait du gaz plus cher, puisqu'il ne faut pas oublier que tout le gaz naturel liquéfié qatari passe par le détroit d'Ormuz, et en plus, le détroit d'Ormuz, c'est une des routes de la soie. Vous avez des tas de porte-conteneurs, etc., qui passent par là avec des biens chinois. Donc, à mon sens, jamais la Chine ne donnera le moindre, même pas approbation, la moindre autorisation à l'Iran de bloquer Hormuz. Mais Donc l'Iran peut moi, dans mon juste sentiment, l'Iran pourrait se passer de l'autorisation de la Chine, même si je l'ai compris, oui, mais c'est à ce leur plus gros moment-là, client euh, et leur quasiment euh, seul soutien, et des oui, rares mais à soutiens ce à l'international, moment-là, hein. non, ce que je n'exclus pas, le blocage total, très franchement, je n'y crois pas, et manifestement, les marchés sont un petit peu sur la même point de vue. Par contre, ce qu'il ne faut pas négliger, ce sont des perturbations. Il y en a déjà eu jeudi dernier. Jeudi dernier, apparemment, tous les systèmes informatiques des navires transitant par Hormuz, notamment leur GPS, ont été perturbés. Il semblerait que la source de cette perturbation vienne de la région de Bandar Abbas, c'est-à-dire du côté iranien. La perturbation a été suffisante pour que deux tankers se heurtent. L'un d'entre eux était d'ailleurs un VLCC, un gros bateau qui transportait 2 millions de barils de pétrole irakien, cette fois-ci, vers la Chine. Le résultat, c'est que
les taux de fret maritime sur les tankers ont pratiquement doublé, passant de 20 000 à 40 000 dollars par jour. Les taux d'assurance maritime sur les coques de navires ont eux aussi considérablement augmenté. Donc on peut imaginer quelques perturbations, mais objectivement, la tentation de bloquer totalement, ce serait aussi le risque de confrontation encore plus directe avec les États-Unis. Il y a une flotte américaine. Il faut se souvenir dans les années 80, au moment de la guerre entre l'Iran et l'Irak, le détroit d'Ormuz a été, non pas bloqué, mais sacrément attaqué. Les Iraniens s'en prenaient aux tankers irakiens et vice-versa. Le résultat, c'est une flotte américaine qui avait organisé des convois pour passer par Ormuz. Aujourd'hui, on peut imaginer un peu la même chose. Est-ce que l'Iran irait s'attaquer à des navires américains? On peut en douter. Sachant que le Parlement iranien, ça vaut ce que ça vaut, a voté ce week-end le blocage du détroit d'Ormuz. La décision revient au Conseil suprême de sécurité nationale iranien qui, pour l'heure, n'a pas communiqué. La décision, elle revient à Khamenei, à ses proches, aux dirigeants qui restent des gardiens de la révolution. De toute façon, alors, d'autre part, il y a deux choses dont il faut être conscient. Un, l'Iran, même si il n'y a, semble-t-il, plus beaucoup de bateaux qui, depuis une semaine, est chargé du pétrole au terminal de l'île de Karg, qui est le grand terminal d'exportation iranien. L'Iran entretient des stocks flottants sur des tankers en dehors du Golfe. Ils auraient une 30aine de millions de barils, dont une dizaine qui sont déjà positionnés sur les bateaux au large de la Chine et une dizaine au large de Singapour. Donc, à la limite, l'Iran pourrait, même si le détroit d'Ormuz était bloqué, l'Iran pourrait continuer à vendre une 30aine de millions de barils, donc ça leur donne un petit mois d'autonomie, entre guillemets, financière, si tant est qu'il y ait quelqu'un qui veuille encore acheter du pétrole iranien. Et d'autre part, il faut se dire que, et ça c'est important, et ça fait partie aussi de l'analyse des marchés, nous étions tous, avant l'attaque israélienne, sur des idées suivant lesquelles le pétrole serait à 60 $ en fin d'année, et des gens qui se trompent souvent, je veux parler de Goldman Sachs, avaient sorti un prix moyen du Brent en 2026 à 59 $. Donc on était tous sur une vision d'un marché qui était excédentaire. L'Agence internationale de l'énergie, encore la semaine dernière, donnait un excédent mondial d'ordre de 1 million de barils jour. Alors, donc on ne manque pas de pétrole. À vous écouter, on ne manque pas de pétrole, c'est ça l'idée. On ne manque pas de pétrole, et en plus, il y a des capacités disponibles. L'OPEP Plus a un peu plus de 5 millions de barils jour de capacité disponible, dont 3,5 seraient immédiatement disponibles. Alors, d'accord, il s'agit essentiellement de l'Arabie Saoudite et des Émirats, et donc, il y a quand même un petit problème, parce que soit je passe par le Golfe, soit si vous regardez la carte, je passe, il y a un gros pipeline qui sort sur le port de Yanbu, mais c'est la mer Rouge. Alors il peut y avoir les Houthis qui sont embêtants, et puis il y a un pipe qui sort des Émirats et qui va à l'extérieur du Golfe arabo-persique. Et là aussi, il peut y avoir les Houthis. Donc il y a quand même quelques solutions, pas énormes. Pour l'instant, la prime de risque, au fond, elle est de 15 $ le baril. J'aurais pensé, très franchement, qu'on serait monté un peu. Et je n'exclus pas quand même que cette semaine, en fonction des bruits de bottes, en fonction de ce que va être vraiment, on ne sait pas encore la réaction iranienne, le sujet est là. On puisse passer les 80. Mais on n'ira peut-être pas tellement plus haut. L'Iran qui pourrait aussi, dans les options qui existent, frapper les installations pétrolières, pour le coup saoudiennes, émiraties. On ne l'a pas évoqué, ça. Absolument. Absolument. Non, mais là, dans
dans le champ du possible. Oui, parce que c'est plus facile, pardon Philippe, c'est plus facile de frapper ces installations-là que de bloquer les trois d'Ormuz. Techniquement, c'est pas facile à faire. Hein. Oh, je ne sais pas, c'est compliqué quand même, hein, parce que vous déposez des mines. Euh, Évidemment, s'il y a des bateaux américains qui viennent s'interposer, là, il peut y avoir quand même quelques tensions. Je crois que c'est en 2023. Non, en 2023, il y a un pétrolier qui appartenait, enfin, qui était affrété par Chevron, qui a été arraisonné et il n'a été rendu qu'un an plus tard. Mais auparavant, dans les années vers 2007-2008, il y avait eu une confrontation directe entre un destroyer américain et des vedettes rapides iraniennes. Mais vous avez tout à fait raison. Une frappe, alors, soit directe, soit par le biais des Houthis. Parce qu'on a déjà eu, souvenez-vous, des frappes Houthis sur des installations pétrolières saoudiennes. Et les Houthis, c'est quand même du matériel iranien. Donc, ils peuvent effectivement les frapper. Mais là encore, je reviens à la Chine. Qui est-ce qui a orchestré la rencontre entre Iraniens et Saoudiens qui se sont serrés la main, qui ont réouvert leurs ambassades réciproques? Ce sont les Chinois. Et je dirais que paradoxalement, les Chinois sont, plus que les Américains aujourd'hui, les parrains au sens large de cette région. Et que veut la Chine? Qu'est-ce qu'elle est prête à faire? D'ailleurs, ce matin, c'est Marco Rubio, enfin l'administration américaine, qui demande effectivement à la Chine de raisonner l'Iran sur le détroit d'Ormuz. Ben voilà, je pense. La Chine, elle boit du petit lait. Parce que, malgré tout ce déluge militaire américain, bah, tout ça, c'est autant qu'il n'y a pas dans le détroit de Taïwan, et ça permet à la Chine de renforcer quelque part son image de faiseuse de paix, etc. Ouais, enfin, ça montre aussi que les Américains ne sont pas prêts à tout accepter et qu'ils peuvent intervenir. Voilà, mais je pense quand même que là, l'intérêt de la Chine, dont l'économie n'est quand même pas d'une vaillance extraordinaire, ça n'est pas. Ils sont quand même le premier importateur mondial de pétrole, donc ils seraient directement touchés par des hausses de prix. Ils sont un importateur, ils sont plus le premier, mais ils sont le deuxième importateur mondial de gaz naturel liquéfié. Donc là, on pourrait avoir quand même des hausses de prix. Et puis, je le répète, c'est tout le système du commerce international. La Chine a d'autant plus besoin de diversifier ses routes maritimes qu'elle est aux prises, est au cœur d'un bras de fer avec les États-Unis. Donc, à mon sens, mais je n'engage là que moi, la Chine n'a aucun intérêt à ce qu'il y ait blocage du détroit d'Ormuz. Donc, à la limite, si elle est le go-between, elle ne peut qu'en tirer les profits. Ouais. Maintenant, comme la Chine, c'est quand même la corde qui tient le pendu iranien, ou à peu près, il faut que la Chine arrive à trouver une porte de sortie honorable pour le régime des mollahs. Là, nous quittons le champ qui est le mien, qui est celui des économistes, ou surtout des économistes de marché, pour entrer dans un champ de la géopolitique qui, d'entre nous, il y a 48 heures, aurait parié sur une frappe américaine. J'ai même écrit quelque chose dans lequel je pensais qu'à la fin du jour, Trump écouterait beaucoup plus Steve Bannon que les autres. Ça n'a pas été le cas. Juste avant de se quitter, Philippe Chalmin, donc ça veut dire qu'on ne va pas du tout assurément vers un pétrole plus cher. Et quand on voit JP Morgan qui nous dit fermeture du détroit d'Ormuz, $100, $130, non, ça se trouve, on va rester dans cette zone des $80. Attendez, on a tous les scénarios. Vous avez aussi un scénario où, d'une manière ou d'une autre, la guerre peut s'arrêter assez rapidement. Imaginons que les Iraniens viennent à Canossa, qu'ils acceptent
finalement contraint et forcé un démantèlement de leurs infrastructures nucléaires, à ce moment-là, on peut revenir à la case antérieure. Et la case antérieure, c'est celle d'un marché dans lequel, là, je vous renvoie aux dernières prévisions de l'Agence internationale de l'énergie. C'était au début de la semaine dernière, a sorti son rapport dans lequel ils estiment qu'en 2025, la demande mondiale augmente de 720 000 barils jour et la production mondiale augmente de 1,8 million de barils jour. La différence, on ne va pas rentrer dans le détail, la différence, c'est un excédent de 1 million de barils jour. Donc à ce moment-là, si vous n'avez plus de problème iranien, je finis l'année à 60 et peut-être un peu moins. Par contre, si vraiment on a une déflagration, si vraiment le détroit d'Ormuz est bloqué, là, effectivement, on va au minimum à 3 chiffres. 3 chiffres, c'est 100, 120, 130, enfin personne ne peut le savoir pour le coup. Écoutez, je vous rappelle qu'on est monté à 130 au lendemain de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et que le record historique, il remonte au 10 juillet 2008. Nous étions à $147 le baril. Le baril de Brent, je rappelle, sachant que les niveaux où nous sommes actuellement sont des niveaux importants aux États-Unis. Et à la limite, bon, effectivement, ça va augmenter le prix du gallon d'essence pour le consommateur américain, mais par contre, à ces prix-là, la production de pétrole de schiste, ou du moins l'incitation à produire du pétrole de schiste, redevient d'actualité, puisque la Federal Reserve de Dallas estimait là que la limite pour relancer de nouveaux forages, c'était $65. À l'heure actuelle, on y est. Allez, merci beaucoup. Explication, c'est très clair. Signé Philippe Chalmin, économiste et président de Cyclope. Merci à vous. De ce petit chose que je ne saurais que recommander. Absolument. Parce que, vous voyez la patte de l'éléphant qui écrase un peu tout. Cet éléphant, au départ, c'était Trump. Mais le monde a trouvé bien d'autres éléphants. Allez, merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.